Aujourd'hui, je prends un chocolat chaud puis je vous jase. En fait, moi, en tant que personne, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai toujours été quelqu'un de vraiment comme... Ok, je vais le dire de même, là. C'est comme si tout le monde, quand j'étais jeune, trouvait vraiment leur passion, leur voix. Je voyais les gens, là, de plus en plus se trouver des choses qui les rendaient vraiment passionnés dans la vie. Puis moi, je trouvais que j'étais jamais bonne. En fait, j'étais jamais exceptionnelle dans rien. J'étais bonne dans plein de trucs, mais j'étais pas exceptionnelle dans rien. Fait qu'il y a rien que j'arrivais numéro 1. Puis pendant vraiment longtemps, c'est quelque chose qui me chicotait à l'intérieur, parce que je me disais, comment ça se fait que tout le monde trouve leur voie? Comment ça se fait qu'il y en a que depuis 5 ans, ils savent qu'ils veulent être vétérinaires? Comment il y en a qui savent qu'il y avait une belle voie puis qui ont cru assez en eux pour faire ça? Puis je me disais, est-ce que c'est parce qu'ils croient assez en eux-mêmes, tu sais, qu'ils sont capables de réaliser leurs rêves? Parce que, tu sais, des fois, on croit en nous-mêmes, puis ça fait que les autres croient un peu en nous, un peu plus. Puis j'étais comme un petit peu... j'étais comme un peu jaloux, je pense, des gens, parce que je me disais, bon, eux, ils ont trouvé leur chemin vraiment jeunes, puis moi, j'avais, mettons, 15, 20, 18, mettons 15, 18, 20, 21, 22, que j'étais comme pas trop sûre de ce que je voulais faire, puis... Tu sais, j'ai fait un cours de secrétariat parce que je me disais, bon, mais à un moment donné, il va falloir que je fasse de quoi, tu sais. Je peux pas juste rester assise sur mes fesses, puis juste rien faire, puis pas être personne dans la vie. Puis pour ceux qui connaissent pas non plus ma soeur c'est comme quelqu'un que pendant longtemps, I look up to her, tu sais, je la regardais puis je disais, wow, c'est mon idole, celle-là est encore mon idole. C'est le genre de femme qui a tout réalisé. Elle voyage, elle s'est mariée, elle a déménagé dans un pays étranger. Tu sais, elle s'est partie d'une compagnie de construction, je pense elle avait comme 19 ans, 20 ans. Puis tu sais, tout le monde était vraiment fier d'elle. Puis je pense que sans le savoir, je cherchais la fierté de mes parents à travers ce que je voulais faire, je pense. C'était vraiment ça qui me... Dans le fond, moi, mon purpose, c'était que les gens, ils m'aiment pour qu'est-ce que je suis, mais je savais pas qui j'étais. Fait que je pouvais pas demander aux gens de m'aimer parce que je m'aimais même pas moi-même assez, tu sais. Je voulais que mes parents soient fiers de moi comme ils étaient fiers de ma soeur. Je voulais qu'ils praise, qu'ils me disent à quel point ils appréciaient ce que je faisais, alors que je faisais pratiquement rien. Je restais chez ma mère, puis je restais dans son sous-sol, puis c'était comme, il y avait pas de presse pour partir, puis c'était vraiment ça ma vie, puis je m'étais acceptée dans ma médiocrité, honnêtement. Je savais que j'étais pas quelqu'un de spécial, je savais que j'étais pas quelqu'un qui était peut-être dû pour réussir, avoir beaucoup de succès, puis je vivais bien avec ça. Fait qu'à un moment donné, ça a juste comme été... ouais, ça a été ça. Je me suis dit, je vais vivre ma vie, puis un jour, je vais probablement rencontrer quelqu'un où je vais avoir une passion, puis ça va me tomber dessus de même. Puis je sais pas quand, je sais pas où, mais ça va m'arriver à moi aussi. Mais je cherchais pas, tu sais, j'allais pas cogner aux portes, j'attendais que quelqu'un vienne cogner à ma porte puis qu'il me dise « Salut, voici une opportunité ». Puis ça, je pense, c'est quelque chose que si j'avais à aller voir mon inner teenager, je lui dirais, mon adolescent intérieur, je lui dirais, lève-toi, prends les chances que Dieu t'apporte, prends les chances que les gens t'ouvrent les portes. Les gens t'ouvrent les portes, là, tout le monde dans la vie, quand tu mentionnes ce que tu veux, moi je veux faire telle affaire, il va toujours avoir des gens prêts à t'aider. Il va toujours avoir des gens qui vont vouloir t'aider puis être là pour toi parce que ils veulent que tu réussisses. Ils veulent pas voir personne à terre, que ce soit n'importe qui, que ce soit des membres de votre famille, que ce soit des amis. C'est des gens qui sont là pour vous. Puis je pense que ces gens-là, on les voit pas parce que on se dit, est-ce que je mérite d'avoir de l'aide de ces personnes-là? Je pense que on pense qu'on n'est pas worthy of it. Je pense qu'on pense qu'on n'est pas, qu'on le mérite pas, tout ça, ces belles choses-là qui pourraient nous arriver, tu sais. Fait que c'est vraiment là-dedans que je m'enlignais. Puis quand j'ai rencontré mon mari, c'était vraiment quelque chose qui était comme... J'ai le goût de dire magique, pour vrai, parce que c'est comme si ma vie au complet, elle a shifté. Parce que dans le fond, mon mari, on était tous les deux à la même place quand on s'est rencontrés. Lui, il sortait d'une relation avec une personne qu'il aimait énormément.
Puis moi aussi, je sortais d'une relation avec quelqu'un que j'aimais énormément. Mais ces deux personnes-là, dans le fond, ce qu'on avait en commun, moi et mon mari, c'est que ces deux personnes-là nous ont forcés à partir parce qu'on se faisait traiter like shit. Fait que c'est vraiment ça qui a fait que on a quitté ces anciennes relations-là. Quand on s'est rencontrés, j'ai vraiment le goût de dire que c'était Bon, j'avais l'impression que c'était comme le destin, parce que c'était des forces beaucoup plus fortes. C'était des forces beaucoup plus fortes que juste genre je rencontre quelqu'un, puis on est amis, puis c'était beaucoup plus complexe que ça. C'était comme si le destin, il faisait qu'il nous poussait, il poussait comme deux aimants à être ensemble. Tout ce qui nous arrivait, on a vraiment, je trouve qu'on est comme deux arbres peut-être qui ont comme vraiment éclos en même temps, des fleurs qui ont éclos en même temps. On se suivait, des fois j'étais un petit peu plus loin que lui, des fois il était un petit peu plus loin que moi, mais on finissait toujours par se rattraper. Puis c'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé que mon talent, c'était d'aimer les gens, puis de donner, dans le fond, à mon prochain. J'avais l'impression que j'avais le goût d'aider, je me suis découvert comme une personnalité. C'est comme si je m'aimais assez, j'essaie de dire comment je me sens, mais c'est comme si, mettons, mon mari m'aimait assez pour que je m'aime moi-même. Puis quand, une fois qu'il m'a prouvé que j'étais genre worthy of love, ben après ça, je pouvais accomplir n'importe quoi. Mais ça, j'aurais pu y arriver toute seule, mais ça aurait pris beaucoup de travail. Aujourd'hui, si, mettons, mon mari partait demain, mettons qu'il m'aimerait plus ou peu importe, là, mais si, mettons, il arrivait quelque chose puis ça ferait qu'on serait plus ensemble, je le sais que cet amour-propre-là de moi-même est là pour rester. Je sais, je me suis découvert la personne que je suis. J'aime énormément la personne que je suis. J'adore ce que je fais, honnêtement, puis j'aime vraiment aider les autres. C'est vraiment comme quelque chose. Puis je me suis rendu compte, j'avais pas besoin d'être exceptionnelle dans n'importe quoi, dans le fond. Mais quand j'ai tombé enceinte, quand j'ai eu mon premier bébé, Aubry, mon seul et unique garçon, puis que j'ai commencé la parentalité bienveillante, pour moi, c'était comme si, dans le fond, tous les appels que j'avais faits à l'aide, toutes les questions que je m'étais posées avaient été répondues. J'avais pas besoin d'être exceptionnelle dans un sport, dans le champ, dans peu importe. J'avais juste besoin d'être une bonne maman. Puis j'avais besoin d'être une bonne personne aussi pour moi-même. Fait que c'est vraiment là-dedans que je me suis alignée. Je me suis dit, je vais me donner à 100% dans la parentalité bienveillante. Je vais me donner à 100% pour que, dans le fond, je donne toutes les chances à mon enfant d'être exceptionnel. Puis de se sentir exceptionnel. Je veux jamais que lui, là, il soit comme moi puis qu'il y ait un doute dans sa tête qui se dit genre... Ah, mais est-ce que je suis worthy of love? Je veux que les premières personnes, qui soient moi ou mon mari, je veux que le premier exemple d'amour qu'on lui ait donné, c'est un exemple d'amour inconditionnel. Je veux qu'il soit capable d'avoir du jugement pour lui-même puis de dire, des fois, ça va m'arriver des échecs. Je peux pas être parfait dans tout, mais c'est dans ces échecs-là, je vais m'aimer encore puis mes parents vont m'aimer encore. Fait que c'est vraiment là-dedans que je m'enlignais. Puis ça partait de moi, hein, parce que ça partait du fait que moi, je m'étais pas assez aimée. Puis à cause de ces choses-là, je suis restée dans des relations abusives, je suis restée dans des relations où je me faisais maltraiter, où je me faisais faire de la violence psychologique, de la violence physique. Puis c'est vraiment ça que je veux donner les chances à mon enfant de pas se retrouver dans des situations comme ça, ou que si jamais il se retrouve dans des situations comme ça, bon, ils se disent... Tu vois, c'est pas moi le problème, c'est la personne qui est toxique, c'est la personne qui a besoin de faire du travail sur elle. Ce n'est pas moi qui a besoin de faire du travail sur moi, malgré que je peux toujours faire du travail sur moi. Puis oui, j'ai probablement des choses à corriger, mais la personne qui me traite avec toxicité, c'est cette personne-là qui doit corriger son comportement. C'est cette personne-là, puis ce n'est pas à cause de moi. Ses émotions ne m'appartiennent pas. Si cette personne a des problèmes de santé mentale ou peu importe, ce n'est pas à moi de la réparer. Puis c'est vraiment ça. Parce que, je vais vous expliquer, là, dans le fond, le premier modèle d'amour qu'on donne à nos enfants, hein, la première voix. On dit tout le temps, quelle voix veux-tu que ton enfant entende à l'intérieur de sa tête? Parce que la première voix qu'il entend, c'est la nôtre. La première voix qu'il entend,
qui c'est vas-y, tu peux croire en toi, vas-y, tu peux être fier de toi. Puis la première voix qu'il entend, c'est le reflet de ce qu'on pense de eux. Si on pense qu'ils sont jamais capables, qu'on leur dit qu'ils font jamais les choses correctement, que c'est des mauvais enfants, que c'est des pas gentils, c'est ça qui va résonner à l'intérieur de eux toute leur vie. Puis ils vont essayer de réparer cette voix-là. Puis la voix qu'on donne à nos enfants, c'est la voix d'un pattern. Le pattern qui dit je vais rester comme ça, je vais rester dans cette situation-là parce que c'est ça l'amour. Fait que si tu me montres que l'amour, c'est de me faire crier après, de me faire donner des violences éducatives ordinaires, que ce soit n'importe quoi, ça va être ça que ton enfant va rechercher pour l'amour. Fait qu'il va arriver dans des situations où il va rencontrer des gens pareil comme ses parents, puis ils vont dire des choses, puis ces choses-là, ils vont les accepter parce qu'ils vont penser que c'est l'amour. Ils vont penser que c'est l'amour pur. Puis pour être aimé, il faut être traité de cette façon-là. Donc, c'est vraiment ça. Quelle voix voulez-vous que vos enfants entendent à l'intérieur de leur tête? Puis, la voix de la bienveillance, être un briseur de cycle, ça consiste à ça. Être un briseur de cycle, c'est pas nécessairement dire « Ok, aujourd'hui, je me lève puis je change ma vie de A à Z. » Non. Aujourd'hui, c'est « Je change ma vie de A. » A étant, à partir d'aujourd'hui, je vais m'aimer pour qui je suis. À partir d'aujourd'hui, je vais arrêter de crier après, puis je vais changer mon ton de voix. À partir d'aujourd'hui, je vais utiliser le pouvoir des mots. À partir d'aujourd'hui, là, je décide que je mérite de m'aimer assez pour briser les cycles. Puis, une fois que tu as fait ce pas-là, c'est le pas le plus difficile, de dire j'ai quelque chose à guérir, j'ai quelque chose à travailler, mais je vais y arriver. Je vais y arriver parce que je peux croire en moi quand que personne avant a cru en moi. Ou je peux croire en moi simplement parce que je veux. Puis vouloir, là, partir avec un vouloir, là, ça part tellement de choses. Parce que ça allume une petite flamèche dans notre cerveau. Puis à un moment donné, ça devient tellement un gros feu, ça peut plus être éteint. Puis ce feu-là, c'est le feu du vouloir. Puis c'est comme... Ça change le monde. Ça change le monde, cette voix-là. C'est cette voix-là qui te dit « Je peux plus retourner dans mon old pattern. Je peux plus retourner dans ce que je pensais qu'est-ce qui était la vérité absolue avant. Maintenant, je peux simplement faire ce qui est right. Faire ce qui me fait sentir bien, ce qui me fait sentir confortable. Ce qui va faire que mes enfants ou moi-même, on va grandir. Parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir des enfants hein, pour être bienveillant puis briser des cycles. Vous pouvez commencer par vous-même. Puis si vous n'avez pas d'enfants, faites tout le travail avant d'en avoir parce que quand on le fait avec des enfants, c'est faisable. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que là, il y a beaucoup de... Je régule mes émotions, mais mon enfant a besoin de quelqu'un pour réguler ses émotions. Il a besoin de co-régulation. Puis faire ça, c'est tellement difficile quand que nous-mêmes, on sait pas qu'est-ce qui nous trigger. Je pense à un trauma que j'ai. Je sais pas, j'ai pas investigué pourquoi je l'ai. Je le sais que je l'ai, puis je travaille très fort. Moi, les transitions, pour moi, c'est très difficile. Ça veut dire que si, mettons, je sais que je vais faire quelque chose, je vais le faire. Puis après ça, si j'arrive, mettons, je te donne un exemple, c'est aussi banal que je m'en vais faire une activité, ok? Puis j'arrive à l'activité, puis finalement on dit, ok, non, on fait pas ça, on fait d'autres choses. Là, ça vient de carrément là, défaire ma game, là. Parce que la transition de passer à, je pensais que j'avais fait ça, j'avais tout fait un plan dans ma tête, je suis dans une routine, puis là, on défait tout ça, je suis désorganisée, je fais des crises de panique, je fais des crises d'anxiété, puis... Maintenant, je suis capable, je reprends le contrôle de ma personne. Là. Mais il faut que je m'écoute parce que comme, je vous donne un exemple, là, ce matin, je suis allée au dentiste, puis je m'en allais faire réparer une prothèse, ok? Ce qui est vraiment banal. Mais là, ma prothèse, il fallait qu'elle polisse ma dent, puis à cause de ça, il fallait qu'elle me pique dans la gencive, ok? Puis, croyez-le ou non, j'ai bien des tatous, mais j'ai horreur des aiguilles. Fait qu'elle arrive, puis elle me dit, ok, je vais te piquer, puis tout. Crise de panique totale. Je suis sur la chaise, je suis comme non, mes mains shake, mon corps shake, il n'y a plus rien qui fonctionne. Les signaux d'alerte dans ma tête parce que je m'attendais pas à ça. Si j'avais su que j'allais me faire piquer, je me serais préparée mentalement, mais là, j'ai eu aucun temps pour me préparer. Puis
à ce moment-là, je passe de A à Z en 10 secondes, 0 à 10, je suis comme ça. Fait que là, elle me dit, ben là, voyons, puis là, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je dis, je fais des crises de panique très facilement. En ce moment, tu sais, j'avais pas dans l'idée qu'on allait me piquer. Fait que j'ai besoin de comme prendre un temps, là. Fait que là, j'ai pris 3 grandes respirations. Elle dit, je vais y aller doucement. Puis quand elle a fini de me geler, j'ai dit, faut que je m'assoie, tu sais, faut que je m'assoie, là, parce que pendant qu'elle me gelait, là, c'est pas à dire, là, j'avais l'impression que j'allais m'étouffer avec ma langue. Puis c'est ça qui me faisait paniquer. Pourtant, je sais que, voyons donc, tu sais, les anesthésistes, ils font ça super souvent, puis tout ça, puis je savais que tout était sous contrôle, mais c'est comme mon cerveau, là, il me faisait croire n'importe quoi dans ma tête pour que je sois en danger, puis que je puisse pogner mes jambes à mon cou puis m'en aller. Mais dis-toi, là, ça, là, c'est ce que ton enfant, il ressent quand tu veux partir du parc puis que tu le préviens pas 5 minutes à l'avance. Fait que c'est comme ça que les enfants se sentent, parce que les transitions pour eux, c'est comme, je suis dans le moment présent, je joue, whoop, faut que je m'en aille. Puis là, ils paniquent puis ils partent. Puis là c'est énormément, un énorme stresseur pour eux de passer d'une activité à une autre, là. Ils abandonnent plein de choses derrière, puis ils abandonnent le moment présent, puis là, ils doivent penser à aller dans le futur, puis vous savez à quel point c'est anxiogène quand on pense au futur. Puis on pense à qu'est-ce qu'on s'en va faire, puis même nous, pour nous, les adultes, c'est stressant, fait qu'imaginez pour nos enfants. Fait que c'est vraiment ça, je me suis égarée du sujet, là. Mais en gros, c'est vraiment ça qui m'a fait partir de la bienveillance, c'est que je me suis dit, si je donne les outils à mes enfants pour être des personnes qui ont déjà toute une palette d'outils pour, si jamais ils ont des personnalités un petit peu plus anxieuses, s'ils ont des personnalités qui sont n'importe quoi. Honnêtement, ça serait n'importe quoi. Je suis tellement contente d'avoir donné ces outils-là à mes enfants, parce que ces outils-là, il a fallu que je les collecte dans ma vie. Il a fallu que je marche, puis que je frappe des murs, puis que je tombe sur la glace, puis que je me relève, puis tout ça. Puis il a fallu que je fasse ça, puis à mesure, bon, je tombais sur la glace, je cassais un morceau de glace, je prenais un piquet de glace. OK, j'ai ça, qu'est-ce que je vais faire avec ça, tu sais? Il a fallu que je pense à tout ce que j'allais faire avec mes outils de bienveillance tout au long de ma vie. Puis je me dis, c'est comme si j'avais fait un petit sac là, de tous les outils que j'avais trouvés, là, puis je les avais légués à mes enfants. Puis ça, là, c'est le plus beau cadeau que je peux leur donner. Cheers!